Monsieur Pichot, Daniel, j'imagine. Pichot. Comment Pichot Daniel, je sais pas si... Ok. Effet d'un champ gauche-droit impératrial sur l'insuffisance cardiaque, la fraction d'éjection préservée. Bonjour à tous, je me présente, Michel Daniel, je suis interne de chirurgie cardiaque à Paris et je vais vous présenter les résultats de ce projet qui a étudié les effets d'un shunt entre les deux oreillettes sur l'insuffisance cardiaque. Alors, il y a deux types d'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque à fraction d'EVG diminuée, qu'on appelle aussi l'insuffisance cardiaque systolique, et l'insuffisance cardiaque à effet préservé, qu'on appelle aussi l'insuffisance cardiaque diastolique. Ce deuxième type d'insuffisance cardiaque a une incidence en nette augmentation et la Société française de cardiologie estime la prévalence de l'insuffisance cardiaque à 1 million de personnes en France qui souffrent de cette pathologie et environ 50% des insuffisances cardiaques sont des insuffisances cardiaques à effet préservé. Mais contrairement à l'insuffisance cardiaque systolique, le traitement de l'insuffisance cardiaque diastolique est très décevant. Donc c'est une pathologie qui est très fréquente, environ 400 à 500 000 personnes en France, à qui on ne peut proposer aucun traitement pour ralentir la progression de la maladie. Et de ce fait, le taux de mortalité est très élevé, avec environ 30% de mortalité à 1 an lorsqu'on diagnostique une insuffisance cardiaque diastolique. Donc, l'objectif de mon projet était de créer un shunt, une communication entre les deux oreillettes, pour essayer d'améliorer les symptômes, voire de ralentir la progression de l'insuffisance cardiaque diastolique. Donc, pour un peu de physiopathologie, en fait, la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque diastolique n'est pas très bien connue. Ce qui se passe, le cœur a deux temps. Le premier temps est le temps systolique où le cœur se contracte, et le deuxième temps est le temps diastolique où le cœur se relaxe. Et l'insuffisance cardiaque diastolique est en fait un trouble de la relaxation. Le cœur, du fait d'une augmentation de la rigidité de ses parois, se relaxe pas très bien. Ainsi, la pression dans le ventricule gauche augmente, le ventricule gauche s'hypertrophie, et cette hyperpression va se répercuter en amont au niveau de l'oreille gauche, qui va augmenter le volume, et là aussi augmenter de pression, et ceci va encore se répercuter en amont sur les poumons, qui vont augmenter leur pression et une hypertension pulmonaire, et augmenter le volume. Et de là apparaissent les symptômes d'insuffisance cardiaque comme la dyspnée, l'orthopnée ou à l'effort, l'œdème aigu pulmonaire. Donc mon projet en fait c'était de créer une communication entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite chez les rats. Cette CIA va créer une soupape pour l'oreillette gauche, et l'hyperpression dans l'oreillette gauche ne va pas se répercuter dans les poumons mais dans l'oreillette droite, et donc on protège ainsi les poumons. Et nous, on s'est intéressé comme critère à l'augmentation des cisaillements au niveau de l'artère pulmonaire. La CIA diminuerait la pression de l'artère pulmonaire et donc le volume de l'artère pulmonaire. Et si donc le volume des poumons diminue, on devrait observer une augmentation des forces de cisaillement au niveau de l'artère pulmonaire. Et on a étudié 3 parties, une partie échographique, une partie histologique et une partie génétique. Alors la première étape était la réalisation du modèle expérimental, parce qu'il n'y avait aucun modèle décrit dans la littérature de chien de gauche-droit chez le petit animal. Donc je vous montre ici ce qu'on a réalisé chez les rats. Donc la tête est en haut, la tête est à gauche, les pattes à droite. Donc on réalise une thoracotomie chez des rats intubés, ventilés et anesthésiés sous isoflurane. C'était des rats assez fragiles. Ici on arrive au 5e espace intercostal, donc on va ouvrir au bord supérieur de la 5e côte et on voit apparaître ici les poumons et le cœur qui bat. Ensuite, à l'aide d'un microcathéter à ballon qui fait 2 mm de diamètre pour 8 mm de longueur, on va aller perforer le septum à travers l'oreillette droite. Donc là on récline les poumons et on voit apparaître l'oreillette droite ici et le ventricule droit ici. Donc on va ouvrir le péricarde. Et ici c'est le microcathéter, donc on va tester le ballon avant de perforer le septum. Et à l'aveugle, on va essayer de perforer le septum. Donc, et là vous voyez l'embout rigide et le ballon. Donc on va imaginer le trajet du septum interatrial.
et on va perforer l'oreillette droite, on va sentir un premier ressaut, et le deuxième ressaut qu'on va sentir, c'est la perforation du septum interatrial. Et une fois qu'on a perforé le septum interatrial, on va gonfler le ballonnet. Et ici, il y a un patch hémostatique de Surgicel qu'on va apposer sur l'oreillette droite et ça va faire l'hémostase. Et ensuite, après avoir réalisé le modèle expérimental, on a mis en place un protocole en carré latin où on a étudié deux facteurs, la communication interatriale et l'insuffisance cardiaque diastolique. Donc on a pris un premier groupe de rats Lewis, un deuxième groupe de rats Lewis, donc des rats sains, avec qui on a créé la communication. Un troisième groupe de rats SHR, ce sont des rats qui sont spontanément hypertendus et qui ont une dysfonction diastolique avec une fonction systolique préservée. Et enfin un quatrième groupe où on prend des rats insuffisants cardiaques diastoliques, avec qui on a créé la communication. Et ainsi on va étudier deux facteurs, l'effet de la communication, et on va vérifier aussi que les rats SHR sont bien des rats pour une insuffisance cardiaque diastolique. Et donc la première partie, ça serait une étude échographique. On va étudier le cisaillement au niveau de l'artère pulmonaire, la fonction diastolique et le volume de l'oreillette gauche. Voici des exemples de mesures échographiques. Et puis ces rats vont être sacrifiés à J60. On va vérifier la perméabilité de la communication. On va faire la deuxième partie, une étude histomorphométrique de l'élastine et du collagène qui sont si le cisaillement au niveau de l'artère pulmonaire augmente, on va avoir une augmentation de l'élastine et du collagène. Et enfin, une analyse génétique par Western blot sur les poumons qu'on aura prélevés à J60, où on va étudier le marqueur ENOS, qui est un marqueur de cisaillement endothélial. Donc voici les résultats de l'écho Doppler à J45. Tout d'abord, on voit que les rats Lewis et SHR ont une fonction systolique qui est préservée. Donc les rats SHR, et deuxièmement, on voit que les rats Lewis ont le rapport E sur A et le temps de relaxation isométrique sont deux critères de dysfonction diastolique. Chez les rats Lewis, il est normal, chez les rats SHR, il est anormal, et on observe un effet souche de cette anomalie. Donc les rats SHR sont bien des rats qui ont une fonction systolique normale avec une dysfonction diastolique. Enfin, on va étudier l'effet de la communication interatriale et on observe de manière significative une augmentation du cisaillement de l'artère pulmonaire avec la communication interatriale, ainsi qu'une diminution du volume de l'oreillette gauche. Je suis désolé, sur mon ordinateur, c'était bien, mais là sur Mac, ça passe un peu moins bien. On voit que lorsqu'on crée une communication, le volume de l'oreillette gauche diminue chez les rats Lewis, mais de manière beaucoup plus importante chez les rats SHR, avec une différence très significative. La deuxième partie était l'étude histologique. On a d'abord réalisé une coloration en rouge Sirius pour étudier le collagène et on a fait une semi-quantification et on observe sur le couple histologique une augmentation de l'épaisseur du collagène et une augmentation du nombre de fibres de collagène. On a aussi réalisé une coloration à l'élastine et cette fois-ci on a pu réaliser une histomorphométrie, donc une étude quantitative. On voit sur nos couples que le nombre de lames d'élastine est augmenté lorsqu'on crée la communication interatriale chez les rats SHR. Et lorsqu'on réalise l'histomorphométrie, on voit bien que chez les rats SHR, la création d'une CIA augmente la densité d'élastine de manière significative et même avec une interaction, c'est-à-dire que la création d'une CIA entraîne une augmentation de la densité d'élastine beaucoup plus chez les rats SHR que chez les rats Lewis, donc chez les rats malades que chez les rats normaux. Et enfin, troisième partie, l'étude par Western blot du marqueur ENOS. Et la quantification d'ENOS par rapport à la bêta-actine montre que la création d'une CIA augmente ce ratio. On voit ici les rats SHR qui ont été opérés à blanc. Et lorsqu'on crée une CIA, on voit que le marqueur ENOS est augmenté et donc le cisaillement est augmenté avec un effet souche et surtout un effet Schimp qui est significatif. Donc en résumé, la création d'une CIA augmente le cisaillement qu'on a pu voir en écho-Doppler, en histologie et par Western blot. Et donc la création d'une communication augmente le cisaillement. Cela veut dire que le volume des poumons est diminué et que la pression pulmonaire est diminuée. Et donc on peut s'attendre chez l'homme à une diminution des symptômes d'insuffisance cardiaque, voire à une amélioration de la survie. Alors plusieurs limites à cette étude.
Tout d'abord, la perméabilité de la CIA était difficile à vérifier en imagerie, mais on l'a vérifié au sacrifice à J60, et des rats qu'on avait opérés ont dû être exclus parce que lors du sacrifice, la CIA n'était pas perméable. La deuxième limite, c'est que l'échographie Doppler chez l'homme déjà est un examen opérateur dépendant, encore plus chez le rat, c'est plus difficile. Troisièmement, l'histomorphométrie est une étude quantitative, mais l'échantillonnage est aléatoire, donc c'est un petit biais. Et l'étude du collagène en histologie était semi-quantitative. Par contre, l'ENOS était un critère plus fiable. Alors les perspectives chez l'homme, ça serait par voie percutanée d'aller piquer la veine fémorale, de remonter dans l'oreillette droite et de créer cette communication à l'aide de ce dispositif pour chanter le sang de gauche à droite et ainsi protéger les poumons et diminuer les symptômes. Alors la prochaine étape serait l'essai clinique randomisé avec un groupe contrôle pour vérifier la sécurité de ce dispositif, qu'il n'y ait pas d'événement cardiovasculaire ou cérébrovasculaire. Et les critères d'efficacité seraient la diminution de la pression capillaire pulmonaire, voire une amélioration clinique par rapport au groupe contrôle. Il y a quand même une chose qu'on n'a pas étudiée, qui n'a pas été étudiée chez l'animal, c'est l'augmentation du débit cardiaque droit, parce qu'on crée une communication, certes protège les poumons et diminue à court terme la pression pulmonaire, mais à long terme, on peut imaginer que les cavités droites augmenteraient de volume et l'HTAP, l'hypertension pulmonaire, réapparaîtrait. Donc, l'insuffisance cardiaque systolique, on a 3 axes pour traiter l'insuffisance cardiaque systolique. Le premier axe, c'est les médicaments, avec plein d'essais cliniques sur les IEC, les bêta-bloquants qui ont montré un vrai effet. Le deuxième axe, c'est le traitement chirurgical, comme la transplantation, les assistances ventriculaires, qui là aussi sont efficaces. Et enfin, on est en train de développer les techniques percutanées, comme par exemple le mitraclip, qui semble démontrer une efficacité pour traiter l'insuffisance cardiaque systolique. Dans l'insuffisance cardiaque diastolique, par contre, comme c'était une pathologie pas très connue, il y a très peu de traitements. Il y a eu plein d'essais sur des traitements, comme les bêta-bloquants, les IEC, qui ont été négatifs, et actuellement, il n'y a aucun traitement qui est efficace dans l'insuffisance cardiaque diastolique, d'où le fait de développer un traitement percutané, des traitements interventionnels, et on peut aussi imaginer un traitement chirurgical. Ça sera l'objet de ma thèse de science, avec les assistances partielles circulatoires entre l'oreillette droite et une artère, comme l'artère sous-clavière, pour diminuer la pression capillaire pulmonaire sans voir d'augmentation du débit cardiaque, car le sang serait chanté de l'oreillette gauche à un vaisseau qui serait l'artère sous-clavière. Et j'ai pris contact avec une start-up française, CoraWave, qui a développé une assistance partielle pour une autre pathologie que l'insuffisance cardiaque diastolique, mais ça sera l'objet de ma thèse de science. Je suis en contact avec eux pour mettre en place un projet avec cette assistance. Merci beaucoup. Félicitations pour ce très beau travail. J'imagine que ça n'a pas dû être facile techniquement à aller perforer ces oreillettes. C'est une petite question technique. Ce qui est bien, c'est que vous faites un truc et puis qu'on a des résultats, et c'est assez encourageant, parce que des fois on fait plein de trucs et on n'a aucun résultat. Vous n'avez pas fait ce contrôle radiologique, la perforation? Est-ce que c'est techniquement pas faisable, chez l'animal Alors, si, effectivement, on n'y a pas pensé, mais si c'était faisable, après, quel est l'avantage de la scopie par rapport à visuellement observer le sécom, en fait on est sûr à peu près de l'endroit où on pique et de ce qu'on ouvre. Parce que la question après, c'est est-ce que tous les orifices que vous avez créés sont du même diamètre? Est-ce qu'ils sont au même endroit? Est-ce que ça ne va pas avoir des incidences? Oui. C'est vrai que c'est une limite de l'étude. Alors on avait, le ballon faisait 2 mm de diamètre, c'était le même ballon, mais effectivement ce n'était pas forcément la même position, où on peut imaginer que le trou n'était pas de la même taille entre les différents. Et le ballon, c'est un cutting ballon ou c'est un ballon standard? C'est un ballon angioplastique coronaire. Ok, moi je trouve un très beau travail. Je pense qu'il y a des questions sûrement dans la salle. Bravo, d'abord je trouve ça un joli travail et techniquement c'est très joli. J'ai toujours du mal à penser qu'en créant une lésion inhabituelle, on va réussir à améliorer le patient.
Et je me demande, là vous avez des études qui sont à court terme, Oui. sur le long terme, qu'est-ce que ça donne? Alors, on avait observé dans l'insuffisance mitrale, en fait, qui est une régurgitation du ventricule gauche à l'oreille gauche. Pareillement, l'oreille gauche se dilate et augmente de pression, et ça se répercute en amont sur les poumons. Et on a remarqué chez des malades qui avaient une insuffisance mitrale et en plus une communication interatriale que les poumons et les symptômes étaient beaucoup moins présents. Ce qui fait que la CIA crée une soupape pour l'oreillette gauche. Et donc de là est venue l'idée de créer la communication entre les deux oreillettes dans l'insuffisance cardiaque diastolique. Et sur le long terme, vous n'avez pas pour l'instant, vous n'avez pas de vision. Oui, exactement. Et c'est pour ça que je pense que l'assistance circulatoire partielle, c'est-à-dire de mettre un tube dans l'oreille gauche et de repomper tout ça dans une artère comme l'artère sous-clavière, ne provoquerait pas de dysfonction du cœur droit et donc serait plus viable à long terme, voire un remodelage inverse avec une récupération diastolique. Un petit commentaire sur le. C'est un beau modèle aussi de remodelage tissulaire, puisque vous mettez plus de pression dans l'oreillette gauche, si j'ai bien compris, et elle s'épaissit. C'est ce qu'on appelle la mécanotransduction. C'est une science en soi, très peu explorée en fait. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, le but de la communication. Je sais que c'est pas le but, je sais que c'est pas votre but, mais vous l'observez, vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Et pourquoi c'est comme ça? C'est une bonne question. C'est pas comment ça marche. Le corps humain est très compliqué. Non, mais c'est un vrai mécanisme qu'on connaît, qu'on sait décrire. L'hypothèse de valve, de garder l'orifice ouvert, et puis s'il y a besoin d'avoir un truc qui se ferme, il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, comme on disait, c'est quelque chose de délirant ou c'est quelque chose d'envisageable? Chez l'homme, je veux dire. Oui, ou même d'abord l'animal, mais sacrifiant les rats avant les hommes. De mettre un dispositif qui laisserait entrouvert et de pouvoir le refermer. Oui, si le malade supporte mal à long terme. Oui, techniquement c'est faisable. Essayez, on les ferme avec des emblaseurs. Je pense que c'est réalisable même si on met un dispositif. Ok, merci beaucoup.